Ok, on va commencer. J'ai fait un climat pour vous montrer un peu. Donc là, on va faire le point sur le marché crypto, le marché action, et puis également sur le marché des soukouk, qui s'est passé quelque chose. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Il y aura peut-être des termes un peu compliqués que je vais définir, des termes et peut-être des méthodologies d'analyse qui sont un peu compliquées et qui sont pas forcément pour l'investisseur particulier, hein, mais c'est juste pour montrer un peu ce qui se passe sur le marché pour que vous compreniez un peu. Le but, voilà, c'est pas de rentrer dans le détail. Je vais vous expliquer un petit peu les termes qu'on va utiliser, les métriques également qu'on va utiliser. Mais je vais également faire le parallèle avec les indicateurs que nous on utilise, qui sont vraiment adaptés pour l'investisseur particulier qui souhaite pas voilà y passer énormément de temps. Donc juste voilà, pour clarifier un petit peu les choses. Donc déjà, on va commencer avec le marché crypto. Donc déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une incertitude. Du coup, sur les marchés, bon là, en ce moment, l'incertitude commence un peu à se tarir, étant donné que on arrive grandement vers l'approche des taux directeurs de la Fed. Et donc, avant, si on prenait il y a une semaine, ici, c'était vraiment 50-50. Donc, il y avait vraiment une grosse incertitude quant au taux directeur de la Fed et comment ça allait impacter justement les politiques macroéconomiques dans l'année, etc. Donc ça va être une décision qui va être assez importante. Mais du coup, là, on est le 23 et on a eu des news concernant, enfin des évolutions concernant les taux directeurs et puis la probabilité. Donc là, oui, je ne l'ai pas défini. Donc ça, c'est Fed Watch Tool. Donc c'est un outil d'analyse qui nous permet de voir les taux futurs de la Fed, enfin les probabilités de taux futurs. Par exemple, on a 71% que les taux baissent et qui passent entre 3,50 et 3,75. Et là, on a 29% qui restent comme actuellement. Ok. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, pour définir aussi également le marché crypto, c'est que dans le marché crypto, ce qui est ultra important, c'est la liquidité. Ça veut dire que demain, s'il n'y a pas de liquidité, eh ben, les gens ne vont pas aller sur le marché crypto. Ça s'explique où, normalement, dans le module 2, on a un peu abordé cette notion-là, un peu de liquidité et de reversement de liquidité. Mais demain, si jamais il n'y a pas d'argent en circulation, les gens, ils vont pas mettre leur argent dans des actifs risqués comme les cryptos, comme les actions. Ils vont plutôt garder leur argent et le mettre dans des actifs comme les obligations, comme l'or, etc. Ce qu'on va voir juste après également, tout ce qui est décorrélation. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les environnements de risk off et risk on. Donc ça, vous l'avez vu dans le module 2, normalement du programme. Et ça, c'est ultra important à garder en tête parce qu'on est typiquement dans une zone de flou, une zone d'incertitude dans ce range-là de marché, donc entre risk off et risk on. Et ça peut s'expliquer par notamment les politiques durant les dernières années. Et donc, bon, hop, du coup, j'ai accepté Aboubacar. Désolé Aboubacar, du coup, on commence. On a commencé à 5, donc t'as un peu de retard, mais c'est pas grave. Euh, et donc, Salam alaikum. ouais, c'est la. Du coup, je disais, du coup, au niveau des marchés crypto, on était dans des politiques monétaires, donc un marché assez incertain au niveau des risk on et du risk off. Normalement, vous avez vu. Et donc, justement, quand on regarde, par exemple, le plafond de la dette américaine qui a été augmenté en fin octobre, je crois à peu près, en octobre 2025, il a été augmenté. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que quand le plafond de la dette augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État américain, il peut emprunter encore plus d'argent à la Fed. Et donc, en fait, cette augmentation du plafond américain et de cette liquidité avenante sur le marché, parce que les États-Unis vont emprunter de l'argent. Là, ce qu'on peut voir ici, en fait, dès que les taux, attends, je vais aller sur le site, je vais vous montrer plus en détail tout ça. Hop, cette fenêtre ici. Donc, quand on regarde ici, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que, attends, déjà, on va mettre uniquement sur ici. Dès que les taux, en fait, où ils ont été, le plafond de la dette a été augmenté, les États-Unis, ils n'ont pas hésité pour emprunter de l'argent. Et du coup, en fait, ça a augmenté vraiment des liquidités de manière incroyable, si on regarde Salam vraiment alaikum. plus précisément. Alaykoum salam. Ça, Samouine. Ça va bien, alhamdoulilah, et toi? Top. Ouais, ça, nickel. Hop, si on regarde du coup au niveau des liquidités, on voit qu'il y a un plafond ici en octobre. Justement, c'est là où ils avaient atteint le plafond de la dette. Et là, en fait, dès qu'ils ont eu l'autorisation, ils ont vraiment imprimé de l'argent à balle. Et donc, c'est également pour ça qu'on voit cette reprise de liquidité sur les marchés. Et, euh, et donc, c'est ultra important. Et également au niveau de l'assèchement des liquidités interbancaires, donc ce qu'on appelle le marché repo. Bon, c'est peut-être des termes un peu compliqués, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est la liquidité institutionnelle qui dorme dans les coffres de la Fed. Donc, chaque institution, que ce soit des banques, que ce soit des institutions financières,
ils ont une sorte de coffre dans la Fed, si je peux dire. Et en fait, ce coffre-là, ça va juste être des dettes court terme. Donc en fait, chaque institution financière, si jamais elles veulent des liquidités, elles peuvent emprunter de manière court terme de l'argent à la Fed. Et donc en fait, c'est soit en contrepartie d'actifs, donc soit il y a des collatérales ou des fois il n'y a pas de collatéral, ça dépend vraiment des montants dont on parle. Mais en fait, on voit un assèchement de ces liquidités-là sur le marché interbancaire, juste ici. Et donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est les politiques de la Fed sont directement liées à cet assèchement des liquidités interbancaires et puis également au fait que le plafond de la dette a été atteint et du coup qu'ils ont dû l'augmenter. Enfin, bref, dans tous les cas, si le plafond est atteint, ils vont l'augmenter dans tous les cas. C'est un cycle infini. Le plafond de la dette, c'est juste là pour satisfaire les politiques un peu des États-Unis, depuis même de la France, etc. Tous les pays ont des plafonds au niveau de la dette, mais c'est juste c'est pour faire joli quoi. En gros. Euh, et du coup, en fait, on voit un assèchement des liquidités sur le marché interbancaire, ce qui veut dire que l'objectif de la Fed aujourd'hui, c'est justement d'augmenter ces liquidités sur le marché pour pouvoir justement en fait ramener de l'argent sur le marché et de pas justement avoir un gros impact au niveau de l'économie, même si on va le voir après que bon bah la crise sera un peu entre guillemets imminente. Enfin, j'ai pas envie de mettre des suppositions comme ça dans l'air, mais on a quand même de grandes chances qu'on soit en crise. Et du coup, si on fait le parallèle avec les indicateurs que nous on suit, donc le MVRV score, bon pour rappel le MVRV, c'est quoi? C'est le market cap sur le real estate. Non, c'est la market, oui, le market cap sur le realized cap. Donc, et ensuite tu fais un Z-score, donc tu étudies un peu ça sur une échelle. Enfin bref. Et donc, pour rappel, quand le market cap est en dessous du realized cap, eh ben on est dans dans un cycle, enfin on est dans un bear market tout simplement, avec les profits. Enfin bref, ça on va le voir également dans un autre indicateur, mais bref, pour rappel, c'est juste ça. Et donc là, en fait, on voit que le MVRV commence vraiment à descendre, sauf qu'il n'a pas eu son pic, en fait. Il n'a pas eu le pic qu'on lui sait. En fait, à chaque fois qu'il y a un top de marché, à chaque fois que le marché est au top de son niveau, vraiment au niveau, on est au plus haut, bah, généralement, on a un gros pic au niveau du MVRV. Après, ça peut s'expliquer également par voilà, une trop grosse liquidité au niveau institutionnel, étant donné que maintenant, les institutions, c'est le gros changement au niveau de ce cycle. Mais bah, après, en aucun cas, ça consiste en un nouveau paradigme, parce que généralement, quand on parle d'un nouveau paradigme, c'est justement qu'on est en bear market et qu'on commence à baisser. C'est le moment où il faut acheter et c'est pas le moment où il faut vendre. Mais voilà, généralement, ce qui peut s'expliquer par le fait que le Z-score ne soit pas extrêmement élevé, c'est justement le fait qu'il y ait beaucoup plus de liquidité sur le marché. Maintenant, c'est quand même assez étonnant qu'on ne le voit pas, ce gros pic qu'on lui sait en fait au Bitcoin tout simplement. Donc voilà, faut pas, enfin voilà, c'est juste pour retranscrire un petit peu sur ça également sur le Pi top, enfin le Pi Cycle Top Indicator, donc qui est intéressant pour regarder les tops de marché. Donc à chaque fois qu'il y a des petits traits rouges, en fait, c'est le top du marché, c'est le moment où il faut rentrer tout simplement. Et bon, on peut voir que là les lignes sont assez écartées, donc c'est pas pour tout de suite le top du marché. Et donc c'est pour ça que ça donne des raisons de croire que la liquidité également va jouer un gros rôle dans le dernier pump entre guillemets sur le marché crypto. Après, il faut garder à l'esprit également que bah ce pump là, donc le fait que le marché puisse monter, si jamais on va sur pas si jamais par exemple on va sur le Bitcoin, on va regarder tout ça. Euh, Si jamais on va sur ce marché-là, on peut voir que ouais, ce pump là, du coup le pump ouais, il est rouge. Comme ça. On peut voir du coup que le pump, enfin, si jamais il y a un pump, voilà, bah, en fait, il sera directement relié à ce niveau-là d'incertitude. Alors, j'ai un peu oublié ce que je disais. Mais voilà, du coup, les liquides, oui, voilà, au niveau des liquidités, donc les liquidités qui arrivent sur le marché vont certainement vont pas aller sur des actifs peu risques, parce que justement, on est dans cet environnement de marché qui est assez incertain à ce niveau-là. Mais il va plutôt aller sur voilà des actifs à risque comme Bitcoin et également, on va le voir juste après, comme également tout ce qui va être le marché action, donc le marché du S&P 500, le marché des actions, tout simplement, on va voir juste après. Mais du coup là, en fait, ce qu'on peut voir, ce serait juste un rebond à ce niveau-là et chercher les plus hauts. Mais après, encore une fois, on peut pas, voilà, on va pas pouvoir dicter ça à ce niveau-là et ça va juste être un afflux de liquidité dans ce marché-là qui va l'impacter entre guillemets. Donc voilà, bah ça va vraiment être le centre
centrale, là, l'appui central du marché crypto, ça va vraiment être la liquidité qui arrive sur le marché. Ok. Et ensuite, du coup, il y a un nouvel indicateur que bah, vous ne l'utilisez pas normalement, parce que je vous l'ai pas dit, c'est pas essentiel de l'utiliser. Après, il peut être intéressant à regarder pour le particulier parce que c'est, voilà, en un coup d'œil, tu peux regarder un peu ce qui se passe. C'est en gros, tu prends en fait, il est un peu relié au MVRV. En fait, tu vas prendre le MVRV, mais au lieu de regarder l'écart type avec ce MVRV et ce qui se passe actuellement au niveau de la liquidité, ce que tu vas faire, c'est juste soustraire et ensuite diviser par le market cap, ce qui va te donner justement cet indicateur un peu d'euphorie et de, tu sais, de sentiment de marché, voilà. Ça va être l'indicateur de sentiment de marché. Donc, si jamais il est haut, bah, ça va forcément être un sentiment qui va être un peu plus élevé sur le marché. Et si jamais il est bas, ça va forcément être un sentiment qui va être beaucoup plus restreint. Et les gens vont, sympa, les particuliers en tout cas, vont pas rentrer sur le marché à ce niveau-là. Donc, c'est le moment où il faut rentrer. Donc, ce qu'on peut voir, c'est cet indicateur, ce qui commence à descendre, mais qu'on n'a pas eu, enfin, il n'a pas touché le zone d'euphorie. Donc, après, c'est quelque chose justement qu'il faut regarder et donc ça te donne des raisons à penser comme quoi les liquidités qui arrivent sur le marché pourront aller sur Bitcoin. Ah oui, et voilà. Et du coup, les liquidités aussi également qu'on va voir sur Bitcoin, ils peuvent également aller sur les altcoins parce que vous êtes pas sans savoir qu'il y a une alt season sur le marché crypto. Donc ça veut dire que les euh, les liquidités qui arrivent sur les marchés à risque comme Bitcoin, etc., les marchés crypto vont soit aller sur bah, les cryptos principales comme Bitcoin ou Ethereum, ou soit aller sur les cryptos qui vont avoir un market cap, une importance un peu moindre. Et donc ça, là, ça va vraiment être plus de la spéculation de la part des investisseurs pour pouvoir justement voir c'est ce qu'on voit en fait généralement quand tu vois quelqu'un qui fait un x10 en crypto, c'est sur les altcoins. C'est sur les cryptos qui vont avoir une moins grosse importance, entre guillemets, sur le marché. Donc si jamais on va sur CoinMarketCap, je vais pouvoir vous montrer un peu qu'est-ce que je veux dire par altcoin? Donc il y a les deux gros du marché, Bitcoin et Ethereum, et après on va voir le reste. Du coup, et le reste, c'est généralement ce qu'on appelle des altcoins. Et par exemple, on va avoir Monero, Chainlink, etc. Ouais, Amiro, vas-y. Ouais, ça marche. Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Mais il me semble Salam. que les altcoins, du coup, on peut pas, nous. Il me semble que pour nous, Ouais. c'est pas légiféré. Du coup, parce que moi, du coup, j'ai envie de dire, en soi, ça sert à rien qu'on en parle, du coup. Ouais, mais là, c'est vraiment du théorique, parce qu'on va pas trop. Bah là, en soi, les points de marché, du coup, c'est vraiment du théorique. C'est pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne et pourquoi on voit ce qu'on voit sur le marché, tout simplement. Mais oui, dans tous les cas, nous, on va pas investir dans les altcoins, étant donné que les avis juridiques en islam sur les cryptos ils sont uniquement dirigés sur Bitcoin. Il n'y a pas vraiment beaucoup sur tout ce qui va être altcoin, etc. Donc, ça va pas être quelque chose qu'on va utiliser, mais c'est quand même important de savoir que si jamais la liquidité va pas sur Bitcoin, en fait, elle va aller sur les altcoins. Sur les altcoins. Du coup, en fait, on n'est pas sûr à 100% que Bitcoin demain, il va avoir un rebond au niveau de sa zone technique pour pouvoir justement aller chercher plus haut, enfin aller chercher les mêmes niveaux ou un peu plus haut que ce qu'il est actuellement justement. Donc voilà, c'est juste, c'est pas, en fait, c'est pas ce que je veux dire en parlant des altcoins et de la déversement de liquidité sur les altcoins, c'est que ça va pas forcément aller sur Bitcoin. La liquidité qui arrive là, au niveau du marché repo et également au niveau des TGA, donc l'augmentation du plafond américain, bah, cette liquidité-là va pas forcément aller uniquement sur Bitcoin. Il y a d'autres marchés également. Bah, du coup, ça permet de faire la transaction, la transition. Et donc, justement, ce qu'on peut retenir, en fait, avant qu'on passe au marché action, c'est qu'en fait, on est dans une politique monétaire accommodante. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est c'est comme la petite balance dans le module 2 que vous avez vu. Donc, soit la boule, elle va dans un côté, soit dans l'autre. Mais en fait, la politique monétaire accommodante, ce qu'elle veut dire, c'est que il y a un afflux de liquidités qui arrive sur le marché. C'est-à-dire qu'il y aura des capitaux qui vont être déversés sur le marché. Et donc, soit ces capitaux-là, ils vont aller sur des marchés à peu de risques, ce qui est très peu probable étant donné que les marchés obligataires en ce moment commencent à baisser justement leur niveau de rentabilité. Donc, les investisseurs ils voudront justement aller chercher plus de rentabilité, surtout dans le contexte économique actuel qu'on a pu développer justement, tout simplement. Et donc là, du coup, on va switcher sur le marché des actions. Et donc, ce qu'on peut voir, ce qui est extrêmement important, et je pense que c'est la chose qu'on voit actuellement sur le marché des actions, c'est la corrélation, enfin la décorrélation, j'ai envie de dire, entre le marché, ou plutôt la corrélation entre le marché justement des actions et le marché de l'or. Donc, si jamais on va sur le SPX, donc l'indice du S&P 500,
et qu'on le compare à l'indice de l'or, tout simplement, et ben, ce qu'on peut voir, tout simplement, c'est qu'il y a une décorrélation à ce niveau-là, à la fois du coup du marché du S&P 500 et à la fois du marché de l'or. Ce qui est historiquement n'est jamais arrivé. Enfin, si, c'est déjà arrivé la décorrélation, mais historiquement, ce qu'on voit, c'est que quand le S&P 500, là c'est un exemple pas grand, quand le S&P 500 monte, et ben l'or forcément descend. Tout simplement parce que l'or c'est une valeur refuge, et ben ça vous l'avez vu dans le module 5 normalement. Mais quand l'or baisse, en fait, ça veut dire que que les gens veulent du risque, veulent aller chercher du risque. Et donc, on est dans une politique monétaire qui va aller chercher ce risque-là. Je sais pas si c'est un peu clair, mais en bref. Euh, du coup, voilà, en fait, historiquement, on voit une décorrélation à ce niveau-là, à la fois du marché de l'or et à la fois du marché du S&P. Donc, si jamais on compare un peu les deux à ce niveau-là, on peut voir que, par exemple, en 2007, quand le marché des actions s'est écroulé à cause justement des subprimes, et ben, le marché de l'or, bah, il a explosé à la hausse, tout simplement. Et donc, enfin, on pourrait le comparer. Bah, après, c'est pas en logarithmique, donc on va pas pouvoir comparer trop. Mais du coup, si jamais on compare actuellement ce qui se passe sur le marché de l'or à ce qui se passe sur le marché des actions, juste pour que ce soit lisible. Voilà, nickel, on va mettre comme ça. En fait, on voit que on commence à avoir une décorrélation à ce niveau-là. Donc, quand le marché des actions monte, alors que le marché de l'or monte également. Et donc, en fait, on voit plus trop cette euh, corrélation inverse, mais là on voit une corrélation positive entre l'or et le S&P 500. Ce qui est historiquement, bah, comme je vous l'ai montré, n'est pas trop arrivé, qui n'est carrément jamais arrivé. Et donc, justement, ça donne des raisons à penser que bah, le marché agit de manière irrationnelle. Mais tu vois, c'est pas une raison pour ne pas y aller dedans, tout simplement parce que, bah, comme vous le savez, hein, au niveau du DVA, nous, on rentre quand même quand le marché est super haut, même quand il y a des grosses surévaluations de marché, étant donné que bah, c'est les moments dans lesquels il faut investir. Et bah, même si tu avais investi là en 2008 dans la crise, pendant la crise aujourd'hui, bah, tu serais quand même très bien. Tu aurais quand même fait un bon 300%. Donc, c'est pas une raison pour ne pas aller justement sur ce type de marché, tout simplement. Euh, Et donc, si jamais on regarde également les cash holdings, donc les réserves de cash de Warren Buffett, donc de Berkshire Hathaway, qui historiquement sont des super indicateurs pour vous donner les hauts de marché et les moments où il faut retirer son argent. Vraiment, hein. Bah, attends, je vais vous montrer. Là, en 2016, juste avant la crise, justement de 2016, bah, Warren Buffett était vraiment en cash, mais c'est plus flagrant au niveau de 2018. Donc là, en fait, tu vois qu'en 2018, il y avait des réserves de cash gigantesques. Également en 2020, 2019, 2020, il avait des réserves de cash qui étaient quand même assez importantes. Vous pouvez le voir juste en bas, hein. Au niveau des pourcentages, je pense que c'est le plus flagrant. Ouais, 111%, etc. 2021, donc juste avant le crash de 2022, il avait des réserves de cash extrêmement importantes également. On peut le voir juste ici. Et mince, hop, et également en bas du coup aujourd'hui, il y a des réserves de cash qui sont assez importantes. Donc, il y a forcément quelque chose qui va se passer sur les marchés. Bon, c'est pas un indicateur euh, très technique au niveau des datas macroéconomiques, mais ça peut être un indicateur qui est quand même assez important hein, parce que bon, Warren Buffett c'est pas n'importe qui. Et si jamais il est en cash, si jamais il y a des réserves de cash de 137% supérieures comparé au trimestre précédent, c'est que c'est qu'il y a quelque chose qui se trame. Mais généralement c'est voilà, en fait on voit, je pense que le facteur le plus important, c'est juste l'incertitude sur le marché, donc comme on l'avait dit tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on est dans des incertitudes qui fait avec les guerres, avec la situation macroéconomique aux États-Unis, etc., qui fait que euh, justement on voit des investisseurs qui se ruent vers l'or, mais également qui sont toujours exposés au S&P 500, qui sont toujours exposés au marché des indices américains, au marché des indices globaux. Hein, on pourrait regarder le marché des indices globaux, mais bon, vu que le S&P 500 c'est l'indice de référence sur le marché des actions, vaut mieux le regarder, c'est va donner des indications beaucoup plus précises à ce niveau-là. Enfin bref. Et donc voilà, c'est vraiment juste deux facteurs qui font que demain, enfin que le marché des actions aujourd'hui subit une incertitude et que il va forcément y avoir un crash. C'est pour ça en fait que là il va y avoir un crash. On pourrait également regarder d'autres indicateurs techniques, mais enfin ça serait un peu contre-productif. Là demain, on sait que une décorrélation de l'or et du S&P 500, bon, historiquement c'est quasiment jamais arrivé. Donc forcément ça induit
une incertitude. Et donc, si jamais on regarde donc le côté risk-off et risk-on au niveau du marché, bah, ça traduit d'une peur, en fait, au niveau des investisseurs, tout simplement. Et donc, voilà, juste pour dire, dans tous les cas, si on prend tout, on traduit tout, ce qu'on a vu. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que grâce au DVA, nous, on n'a pas besoin de se taper toute cette analyse, etc. On sait directement si jamais le marché est surévalué. Donc, ça nous permet justement, en un coup d'œil, de savoir si jamais on doit retirer un peu de notre allocation ou de l'allouer, tout simplement. Donc, suivez bien le DVA. Ne faites pas du DCA. Enfin, bref. Et donc, au marché des sous-coups, qui est ultra intéressant, parce que là, du coup, enfin, il a baissé. Moi, je vous conseille de mettre de l'argent dessus, enfin, de directement d'acheter en fait le sous-coupe, étant donné qu'il a là les dividendes ont été versés. Donc, comme vous le savez, à chaque fois que les dividendes sont versés au niveau du marché des sous-coups, ben forcément, le prix de l'action baisse et enfin le prix du fonds baisse. Donc, ça nous permet de l'acheter en fait pour qu'il monte tout simplement. Et donc, c'est ce qu'on remarque à chaque fois. Euh, donc voilà, on voit les paires de dividendes et puis on peut même aller sur le graphique pour vous montrer un peu plus précisément sur le marché des dividendes. Donc là, on peut voir en fait qu'à chaque fois qu'il y a un versement des dividendes, eh ben, il y a une baisse du cours. Bah, ça s'explique hein, très simplement hein, parce que les dividendes sont versés. Donc forcément, les réserves au niveau du fonds baissent. Et donc forcément, ce qu'on appelle la net asset value du fonds va baisser, étant donné que ils ont moins d'actifs sous gestion, étant donné qu'ils vont payer les investisseurs entre guillemets. Donc, vu qu'ils ont moins d'actifs sous gestion, bah forcément, la net asset value, donc la net asset value, c'est quoi? C'est le prix, en fait, que tu vois ici, et ben, va baisser automatiquement. C'est juste mathématique. Et donc, forcément, c'est justement grâce à ça que nous, ça nous permet d'investir de manière court terme, donc sur 6 mois, sur le marché des sous-coups, tout simplement. Et donc là, vu que on a eu un versement des dividendes en novembre, bah, c'est le moment justement d'acheter le fonds sous-coupe, tout simplement. Après, du coup, le fonds sous n'est pas descendu à ses niveaux habituels, donc juste ici. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être pas le meilleur moment, étant donné que ça veut peut-être juste traduire du fait que les investisseurs ne sont pas intéressés pour l'instant à acheter le fonds sous faudrait juste voir la réaction des investisseurs dans les semaines à venir. Mais honnêtement, il y a pas de raison dans tous les cas. Vaut mieux être dedans, quoi. Tout simplement. Vaut mieux être dans le fonds sous cook. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est juste de rentrer un petit peu dans tout ça, dans le fonds sous cook. Donc je sais qu'il y a pas mal d'informations. J'ai peut-être un peu trop allé dans le détail et j'ai peut-être un peu mal expliqué. Donc si jamais vous avez des questions, bah allez-y. Je vous laisse. Ok, personne n'a des questions. Pas de souci. Oui, du coup, j'ai enregistré l'appel. Pour ceux qui n'étaient pas là bah, tout du long, vous pouvez le retrouver dans le scroll, dans le replay d'appel au groupe. Je le mettrai juste là dès que je recevrai la rediffusion. Et voilà, tout simplement. Donc pour récapituler, moi je vais faire un petit récap pour que voilà tout le monde soit un peu sur le même longueur d'onde. Donc le marché crypto baisse dû à un manque de liquidité, mais la liquidité va arriver à cause justement bah, de l'augmentation du plafond de la dette américaine, plus de l'assèchement des liquidités au niveau du marché repo, donc le marché des institutions près de la Fed en fait, en gros. Et donc voilà, c'est vraiment juste un afflux de liquidité qui va arriver. Aussi également grâce au contexte macroéconomique pardon, au niveau de la Fed, étant donné qu'ils vont baisser leur taux d'intérêt. Donc si jamais ils baissent leur taux d'intérêt, forcément les investisseurs vont se ruer vers les marchés à risque, étant donné que c'est moins intéressant d'aller sur des obligations et les investisseurs voudront juste aller chercher du risque et plus de performance. Donc ça c'est aussi une raison. Et au niveau marché des actions, on a une décorrélation au niveau de l'or, une peur d'investissement, donc tout ce qui est risk on, ça s'encloche, pardon. Et donc là, on est vraiment dans une incertitude de marché. Donc forcément, en plus des cash holding de Warren Buffett, c'est une raison comme quoi il y aura une crise à venir en fait sur le marché des actions. Pas de panique, hein, c'est normal. Vous savez comment réagir quand il y a une crise. Et ouais, niveau marché sous c'est exactement la même chose. Donc donc il y a une question. Ouais, ça a été enregistré à ça. Ça a été enregistré. Vous le retrouverez, bah du coup vous le retrouvez dans le replay des appels de groupe sur le school, tout simplement. Ok, top.
Du coup, j'ai un peu fini la présentation. Je sais pas si vous avez des questions. Du coup, je vous ai déjà posé, vous en avez pas trop. Mais est-ce que vous avez des appréhensions au niveau, tu sais, du marché, etc. en général? Ouais, vas-y, Amirouche. Ouais, Amirouche. Ouais, Ouais, enfin, du coup, non, je voulais juste dire que, bah, au niveau parce que comme tu sais, moi, je m'occupe que de la partie techno, on va dire, ouais, aux technologies. Du coup, mes principal investissement, ça va être tout ce qui va être Nvidia, Google, etc., etc. Et en ce moment, pour ce marché-là, je sais que on atteint ce qu'on appelle la bulle de Léa. ouais, Les investisseurs, ils ont tendance à se retirer parce qu'ils ont peur enfin, c'est pas une peur, ils pensent qu'on est arrivé à un plafond de l'évolution de ce qu'on peut faire avec une IA. Sauf que très récemment, vous avez Google qui a sorti Gemini 3, Nano Banana 2 et DeepSeek qui a sorti un nouveau traitement des requêtes. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, quand vous écrivez avec une IA, quand vous discutez avec ChatGPT, etc., chaque envoi de messages, etc., ça compte comme une requête. Et les abonnements, etc., fonctionnent par rapport aux requêtes. C'est-à-dire que quand vous prenez un abonnement, enfin, avant un abonnement, c'est tel nombre de requêtes pour tel nombre de jours, ainsi de suite. Sauf que récemment, par exemple, DeepSeek, en Chine, ont sorti un système qui permet en fait, ça traite vos requêtes comme une photo. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un long texte, vous l'envoyez, ça le traite comme une photo. Du coup, en fait, au lieu d'avoir genre plusieurs requêtes, vous n'en avez qu'une seule, mais considérée comme une photo. Du coup, enfin, de ce que j'ai pu voir, etc., il y a certains qui commencent à se retirer un peu, mais vu tout ce enfin, tout ce qui sort en version technique, tout ce qui sort au niveau technologique, il n'y a pas à avoir peur. On peut rester sur tout ce qui est Nvidia, on peut rester sur l'action de Google. Je pense que c'est juste bah, une petite aversion, une petite peur, mais que, Inch'Allah, ça se passera bien. Après, ouais. il y a des frères qui ont d'autres spécialités dans l'immobilier ou quoi que ce soit. Je veux bien entendre des analyses ou des petits conseils, s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Non, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est un concept central, le fait que la réaction des investisseurs en fait au marché. Parce que là, ce que tu décris, c'est juste que les investisseurs pensent que ça va se passer comme ça. Sauf que du coup, c'est la différence entre valeur intrinsèque et valeur réelle. Donc, vous avez vu ça dans le module 5 normalement aussi. Mais donc, ouais, c'est intéressant parce que le marché peut rester plus incohérent que vous pouvez rester solvable. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait du DCA sur les actions, sur le crypto, etc. Enfin, on va pas trop sur la crypto, mais enfin bref. Mais c'est pour ça qu'on fait du DCA, c'est parce que en fait, on veut rester tout le temps dans le marché et on veut jamais être dans l'incertitude et être dans le doute, comme justement les 90% des investisseurs qui seront sur le marché et qui vont paniquer parce que Nvidia euh, voilà, à publier des mauvais chiffres ou je sais pas, ou parce que voilà, justement, il y a une bulle IA qui s'opère. Et justement, ça peut être une des raisons pour lesquelles il y a de l'incertitude sur le marché. Bon, après, c'est un amalgame de raisons. Hein. La réalité, dans la réalité économique et géopolitique, c'est un amalgame de raisons. C'est plein de guerres, plein de conflits, plein de la dette américaine. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles il se passe ce qui se passe sur les marchés. Et du coup, tout ce qui est bulle IA, ça va être l'une des raisons aussi également principales sur ce crash à venir, tout simplement. Et donc, ouais, si jamais vous avez d'autres spécialités, d'autres points de vue, je sais pas, vous étudiez parce que c'est votre domaine. Ouais, j'aimerais bien aussi entendre, comme Ami Rouge, votre point de vue là-dessus. Ok. Bon, bah, il n'y a pas de plus de réponses. Donc, je sais pas si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets. Sinon, on va pouvoir clôturer l'appel là. Ok. Bon. Bah, nickel. Bah, du coup, moi, je vous souhaite une excellente journée. Vous retrouverez, normalement, pour ceux qui n'étaient pas disponibles, vous le retrouverez dans l'espace membre du school, tout simplement. Et du coup, voilà. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Salam alaikum. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Ah oui, moi je voulais vous dire un truc pardon, avant qu'on se quitte. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse plus souvent, pas des points comme ça un peu sur le marché, pour que je vous explique un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe, etc. Parce qu'en vrai, on peut en faire, bah, alors, pas toutes les semaines, parce que forcément le marché en une semaine, bon, pas non plus énormément de choses qui vont se passer. Mais je sais pas moi, une fois tous les mois, une fois tous les 2 semaines. Qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau-là? Je pense que ça peut être une bonne idée, ouais. De Ouais, manière assez régulière, peut-être oui, 2 semaines ou un mois. Ça peut être une bonne idée, ouais.
Ok, bah top, bah je vais essayer je vais en faire plus souvent. Du coup, à chaque fois vous les retrouverez dans la partie calendrier, comme aujourd'hui, sur le school. Et donc, comme ça, vous aurez également les rediffusions sur le school également. Donc vous les retrouvez dans la partie ici calendrier. Et bah là, du coup, je vais en mettre, je pense, une fois que toutes les 2 semaines. J'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de choses à dire à ce niveau-là et qu'on fasse un appel un peu pour rien entre guillemets. Mais je verrai. Je pense que une fois toutes les 2 semaines ou une fois tous les mois, ça serait vraiment l'optimal en fait pour vraiment faire un petit point et voir qu'est-ce qui, en fait, qu'est-ce qui a évolué sur le marché. Et et voilà, tout simplement. Bon, bah, du coup là, c'est vraiment la fin du coup. Salam alaikum. Voilà, comme ça.